Je vais regarder quelques questions que vous avez dit, les gars, pour répondre. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Vous êtes 270 en live, les gars, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, retweeter et faites péter la barre des likes sur YouTube et sur Twitter. Ça nous aide énormément. Jean Las qui dit s'il y a récession, il y a baisse des taux 3 fois. Donc, dans tous les cas, on sera gagnant. Ouais, sûr. Et une inflation qui dure avec un dollar qui s'affaiblit, ce serait pas mal aussi pour le BTC, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est que très souvent, on a tendance à se dire ouais c'est super, faut imprimer et tout parce que ça fait monter nos actifs. Pas tout simplement parce que déjà la plupart des actifs sont dénominés en dollars. Donc si le dollar est plus faible, bah, c'est plus simple de faire un ATH par rapport au dollar parce que c'est dénominé aussi en dollars. Mais derrière, ce que ça veut dire, c'est que tu le payes en inflation, tu le payes avec une devise qui s'effrite, un pouvoir d'achat qui diminue. Enfin, il y a quand même, un delta un peu entre les deux et il y a un prix à payer. Comme à chaque fois, il y a un prix à payer. Et Jean Las qui dit si tu prends des convictions de quelqu'un d'autre, tu seras en retard sur l'entrée. Exactement. Tu seras en retard sur l'entrée, tu seras en retard sur la sortie. Et puis au moment où tu seras testé sur tes convictions, vu que c'est pas les tiennes et que tu les as empruntées, eh ben tu vas en subir. Tu seras beaucoup plus sujet à tes biais cognitifs, tes biais émotionnels, tes biais de confirmation, ton biais du survivant. Enfin bref, j'en ai beaucoup parlé aussi sur cette chaîne YouTube. Et ça malheureusement ça pose problème. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas bear. Tu disais euh, que c'est difficile de savoir dans quelle direction va partir le marché et je suis bien d'accord. Alors ça dépend en fait là aussi. Le problème des réseaux sociaux, c'est que ça va alimenter euh, notre biais de confirmation. C'est-à-dire que les algorithmes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook et tout, on va dire globalement, si tu veux avoir des infos sur la partie crypto, c'est quoi? C'est peut-être un peu Reddit, peut-être un peu Telegram, mais franchement, c'est Twitter et c'est YouTube. Voilà, globalement, c'est ça. Et ces algos, comment ils fonctionnent? Ils vont avoir tendance à te présenter ce qui va te faire réagir et ce que tu recherches, en fait. Ce qui va alimenter ton biais de confirmation. C'est-à-dire, le biais de confirmation, c'est quoi? C'est tu vas aller voir et tu vas rechercher ce que toi, tu penses dans ta tête. Si toi, tu penses que le Bitcoin, c'est la meilleure chose possible, tu penses que c'est génial, tu penses que c'est une révolution, tu as beaucoup plus tendance à regarder et à tomber sur du contenu qui va te présenter ce genre de scénario-là. À l'inverse, quelqu'un qui va penser que la partie crypto ou que le Bitcoin c'est de la merde, il va avoir presque que des propositions sur YouTube et sur Twitter de personnes qui seront en accord avec ça. Donc en fait, chacun va évoluer dans une réalité qui sera différente, dans une bulle. Et si tu te fais pas violence, en fait, toi, à t'obliger à regarder et à chercher volontairement du contenu qui va aller contre ce que tu penses aujourd'hui, parce que tu en auras tout le temps, pour aller confronter tes idées et te dire ok, je suis d'accord, là je suis pas d'accord, etc. et te faire une idée qui soit la plus objective possible, bah, tu peux pas t'attendre à ce que les réseaux sociaux le fassent parce que leur objectif c'est que tu passes le plus de temps sur leur plateforme et que tu t'engages en fait avec leur contenu et tu auras beaucoup plus tendance à t'engager avec leur contenu quand tu es en accord en fait avec ce qui est présenté, tu vois. Et c'est ça un peu le problème avec l'investissement, c'est qu'on a tous tendance, et moi y compris, hein, c'est très compliqué de pouvoir le faire, mais de se forcer continuellement d'aller chercher des points de vue différents, des gens qui pensent pas comme nous, des gens aussi qui sont neutres. Parce que ça, c'est très dur. Hein. En fait, c'est hyper polarisé. Tu parles d'un projet, tu as ceux qui vont dire c'est pour, d'autres qui vont dire c'est contre. Mais très souvent, les arguments que tu as des deux côtés, c'est pas des arguments qui sont factuels, c'est pas des arguments qui sont réfléchis, c'est des arguments en fait que tu vas ressortir parce que tu as entendu un truc à droite à gauche, mais c'est pas quelque chose qui a été mûrement réfléchi. C'est très très rare les personnes qui vont avoir un vrai jugement sur le sujet et non pas par rapport à un émotionnel ou par rapport à ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont pu retenir d'un certain truc, mais simplement parce que c'est basé sur des éléments factuels et tout en ayant aussi la possibilité que ça change dans les prochaines années, les prochaines semaines. Et que si demain ça change, parce qu'aujourd'hui ta thèse d'investissement elle est comme ça, et que demain elle change, bah, tu te dois de changer. Et il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça en crypto parce que quand ça commence à changer, bah, ils vont commencer à se dire non, mais il faut avoir de la conviction, Diamond End, on est dans la communauté, on est ensemble. Et ils vont commencer à regarder un discours
que de personnes qui sont en accord avec eux et qui ont un intérêt à continuer de faire perpétrer ce genre de discours, simplement parce qu'ils ont peut-être trop investi, parce qu'ils ont passé trop de temps là-dessus. Il y a plein de biais, hein, je pourrais en parler pendant des heures, hein, de ce sujet-là. C'est passionnant. Quand on comprend la psychologie liée à l'investissement, les biais cognitifs, émotionnels et tout, et tout ce qui est aussi lié à la gestion des émotions. On est des êtres sociaux et tout ce qui est gestion des émotions, c'est hyper intéressant. Voilà, je pourrais vous en faire une vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vraiment comprenez que quand vous êtes en crypto, votre cerveau, il va toujours vous obliger à aller chercher quelque chose qui va aussi vous réconforter. C'est pour ça qu'il y en a aussi le contenu qui marche, faire du x10, du x100, où les mecs qui sont que permaboule et tout. Pourquoi ça fonctionne très bien ce genre de discours? Tout simplement parce que c'est ce que les gens aussi recherchent. Ils veulent rechercher un truc qui va leur donner de la dopamine et qui vont leur dire tu vas devenir riche sans rien faire, tu vas gagner beaucoup d'argent, là t'inquiète pas, ça va remonter, ça va être sûr et tout. Les gens recherchent de la réassurance et de la sûreté dans un marché ou dans un écosystème où il y a aucune sûreté de quoi que ce soit. Je veux dire, la vie, même la vie de manière générale, c'est que de l'inconstance. C'est que de l'inconstance. C'est l'être humain qui a envie de rechercher du contrôle ou de la continuité là-dedans, mais ça n'existe pas. C'est de l'illusion de contrôle, c'est de l'illusion de continuité. J'en parle beaucoup sur Éternel étudiant, hein. La seule vérité qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire le futur est incertain, le passé, il est déjà passé, tu n'as pas d'impact dessus. La seule vérité, c'est ce que tu fais toi et ce que tu vis aujourd'hui et maintenant. C'est tout ce que tu peux faire. Le reste, de ce qui pourrait se passer, de ce que ferait potentiellement Trump, de machin, au final, t'en sais rien. Et c'est ça la réalité. Et ça, la plupart des gens veulent pas le concevoir, veulent pas le comprendre et recherchent de la certitude absolue dans un truc où en fait où il y en a pas. Et pour moi, quand on décide d'aller en crypto, quand on décide d'aller sur des actifs risqués et qui plus est si on décide d'aller sur des alts, le prix à payer c'est ça. Le prix à payer c'est à la fois la volatilité, mais c'est à la fois aussi ce que vous allez vivre dans des périodes comme ça. C'est de vous dire, OK, est-ce que ce que je fais là, ça me convient? Est-ce que les projets que j'ai en portefeuille, ils sont toujours bons et tout? Est-ce que j'ai bien analysé, est-ce que c'est toujours en accord avec ce que je veux faire? Est-ce que d'un point de vue factuel, fondamental, technique, empirique, fondamentaux et tout, est-ce que vraiment c'est pertinent? Et qu'est-ce que dit le bruit ambiant? Et moi, vraiment, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Est-ce que je suis capable de pouvoir faire le distinguo entre les différents projets? Est-ce que je suis capable de faire une veille de marché? Est-ce que je suis capable de faire un suivi de portefeuille? Si on n'est pas capable de faire tout ça et si on n'est pas capable d'en payer le prix, parce qu'il y a toujours un prix à payer, ça sera très compliqué. Et comme disait Jean Lasse tout à l'heure, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, vous allez avoir des convictions qui seront empruntées. Et des convictions empruntées, en général, quand ça se retourne, bah, ça fait mal. Parce que on pense jamais que ça pourrait descendre plus bas. On se dit tiens, là il y a eu 50% de correction, c'est bon, il y a déjà eu le bottom. Mais en fait, le bottom, vous l'avez atteint quand plus personne crie au bottom. Quand il y a tout le monde qui commence à crier au bottom, le bottom, on l'a pas atteint. Le moment où on atteint le bottom, c'est quand t'as le dernier mec qui disait on est au bottom, en fait, il est même plus là. Il est décédé. Le mec, il est carbonisé, il n'existe plus, il est plus là. Il n'y a plus un type pour crier au bottom parce que tout le monde s'est fait rincer. C'est ça que ça veut dire. Et le top, c'est pareil. Quand les gars crient au top, au top, au top, en général, ça n'y arrive pas parce que quand on atteint le véritable top, on arrive déjà dans des périodes clairement euphoriques et tout, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. D'accord? Et surtout, quand ça arrive, il n'y a personne qui va vous crier au top. Parce qu'on aura toujours les raisons de penser que ça va continuer parce qu'il y a plein d'autres narratifs, il y a plein d'autres trucs où on se dit tiens, il y a ça par anticipation, il y a un narratif encore en attente, donc ça peut encore augmenter. Et là, ça va encore faire bouger notre biais d'ancrage. C'est un autre biais cognitif. Notre biais d'ancrage va varier par rapport à ça. Et ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant que vous le compreniez parce que ce qui fait défaut à énormément de personnes, je pense déjà, c'est l'expérience, parce que quand on connaît notre premier cycle, c'est quand même compliqué. Puis ce cycle, il est quand même beaucoup plus compliqué que les précédents. Enfin, moi, en tout cas, je trouve. Et le plus difficile, c'est vraiment de s'extraire du bruit ambiant. Vraiment d'arriver des moments à se dire, OK, j'ai fait mon travail. J'ai fait ce que je pense être bon pour moi. Et maintenant, c'est bon. Je me focalise sur ce truc-là. Et ce que va penser un tel, qui lui-même aussi peut être bourré de biais et tout, j'arrête. Et ce qui fait vraiment défaut à beaucoup de gens, c'est la partie psychologique. La partie mindset, la partie psychologique. La partie technique, je pense que c'est important.
Mais peut-être qu'en crypto, ça doit représenter en termes de performance, hein, quelqu'un qui peut être très, très bon en technique, ça fera pas de lui forcément un bon investisseur. Un bon investisseur, c'est avant tout quelqu'un qui sera pas que dans la tech. Un gars qui va bosser sur Solidity ou même Vitalik, hein. Vitalik, je suis persuadé qu'en tant qu'investisseur, c'est pas un mec qui sera hyper bon. Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent parce qu'en fait, il croit dans son projet, il a 100% de sa network sur Ethereum, d'accord. Euh, mais très souvent, vous regardez des mecs qui sont purement tech, c'est pas des bons investisseurs parce que la partie mindset et tout, elle n'est pas câblée sur ce que va rechercher la majorité des gens. Par contre, quelqu'un qui va avoir l'aspect mindset et peut-être pas forcément tous les aspects techniques et tout, ça peut être quelqu'un qui peut être un très bon investisseur. Et d'ailleurs, ceux qui sont des très bons traders, aussi, hein, quand on parle de trading, même si c'est pas ce que je préconise pour les débutants, c'est des mecs qui ont un mental d'acier. La partie technique, regarder sur TradingView, tracer des graphiques, bull flag, bear flag, regarder 2-3 patterns. En soi, on a l'impression que c'est hyper accessible parce que c'est pas ultra compliqué à appréhender, d'accord. Et pourquoi la majorité perd de l'argent? Parce qu'en fait, c'est la partie mindset. La partie technique, apprentissage et tout, je pense pas que ce soit ultra complexe à apprendre. C'est que simplement quand tu es en réel et que t'es pas sur du fictif et de l'argent fictif, quand ça reste vraiment ton vrai pognon, bah, c'est là en fait où tu te rends compte que c'est un vrai sport de haut niveau et que ceux qui gagnent vraiment du pognon, souvent, c'est des mecs qui sont chevronnés, qui ont fait ça pendant des dizaines d'années, qui ont bossé dans des fonds et tout. Et c'est pour ça que les retail aujourd'hui perdent de l'argent. D'ailleurs, les professionnels aujourd'hui sont pas sur TradingView à tracer des pauvres graphiques, hein. Ils fonctionnent pas du tout comme ça, quoi. Ouais, putain, ouais, le tatouage de Novogratz, putain. Et lui aussi, c'était vraiment un vrai fumier, hein. Pour ceux qui ont pas trop suivi, mais Novogratz, donc c'est le mec, je crois, qui a créé Galaxy Digital. Donc c'est un fonds d'investissement crypto et tout. Et ce mec-là, il a toujours été ultra bullish, a toujours des moments de dire un peu tout et n'importe quoi. Et pendant la période de Terra Luna, il s'était fait un tatouage Luna. Vous pouvez regarder sur Internet avec un loup et tout. Là. Donc il s'était fait un tatouage avant que ça collapse, le truc. Et il disait même à ses clients, il a eu des problèmes en justice par rapport à ça. Il disait même à ses clients, achetez Luna, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, ça va remonter, ça va remonter. Regardez, je me suis même fait un tatouage, alors que même lui comprenait qu'il y avait des problèmes et même lui avait vendu, alors qu'il disait à ses clients d'acheter. Et ça, tu vois, ça fait partie des trucs, moi, qui me rendent fou. Ça fait partie des trucs qui me cassent les couilles. Et je respecte profondément les gens qui ont des convictions et qui ont des thèses d'investissement et qui les partagent publiquement. Et ceux qui vont te faire croire qu'ils ont certaines thèses, alors qu'en fait, derrière, ils vont faire totalement l'inverse, bah ça, en fait, c'est du foutage de gueule. Et ça me. Vraiment, c'est quelque chose qui m'énerve. Et on fait vraiment partie des personnes avec Mickaël qui s'efforçons à ne pas donner de nom, à pas clasher et tout, parce qu'on veut pas rentrer là-dedans et j'ai pas envie de donner d'intérêt à des personnes pour moi qui ne le méritent pas. Mais nous, ça nous fait mal parce qu'on se rend compte des moments que tu as des gens qui suivent d'autres personnes et qui se rendent pas compte en fait de ce qu'il y a derrière. Quand tu es en crypto depuis des années, tu te rends compte en fait des moments de la saloperie que c'est et toutes les vidéos qu'on vous a fait aussi sur la chaîne, sur les lives et tout, le hack de Bybit aussi, du gros foutage de gueule, tu vois. Et tous ces trucs là, quand tu te rends compte qu'ils existent, comme aussi avec le Libra là qu'on a eu, les lancements des mêmes coins avec le Trump, les insiders et tout, le Mélanier et tout. Enfin, quand tu te rends compte en fait globalement comment ça marche, comment ça fonctionne, tu te dis ouais, il y a quand même énormément de pourris et c'est pour ça qu'il faut faire confiance à personne. Pour ça qu'il faut que tu te fasses ta propre idée et tout, parce que même des mecs qui auraient pu avoir une certaine réussite par le passé à un moment donné, même ces mecs-là, des moments ont un intérêt à te raconter des conneries. Et je pense que quand c'est une question d'argent, ça c'est vraiment ma conviction et c'est ce que je partage aussi sur mon autre chaîne YouTube Éternel étudiant. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la description. Mais quand c'est une question d'argent, ça doit être qu'une question personnelle. C'est pas une question commune de tiens, t'as fait ça, machin et tout. Non, c'est que personnel. C'est que toi qui dois gérer et personne doit le faire pour toi. Point barre. Et si il y a des choses qui se passent pas bien, c'est ta responsabilité. S'il y a des choses qui se passent bien, c'est ta responsabilité. Ça, je reviens pas forcément dessus. Pour moi, c'est des valeurs qui sont hyper importantes pour moi. Et sans ça, de toute façon, tu peux pas évoluer. Et quand tu vois le niveau de pourriture que tu as en crypto et des mecs qui ont fait de la merde et qui continuent encore d'être là aujourd'hui et qui sont encore suivis par des milliers, voire des millions de personnes, ouais, ça a tendance à me rendre un peu fou parce qu'encore une fois, les gens ont la mémoire très courte. On sait grâce à des indicateurs que l'inflation va baisser en avril et surtout en mai. Par contre, je pense que ça va mettre du temps pour avoir des effets positifs. Ouais, tout à fait possible.
J'ai été testé bien comme il faut sur XRP. Je pense que j'ai passé le test depuis un moment pour cet actif. Ouais, c'est clair. Et c'est ce qu'on disait avec Mickaël, hein. Qu'on soit pour, contre le XRP, en fait, on s'en fout. Tous ceux qui sont là en crypto, beaucoup vont te dire ah, moi, je suis pour l'aspect techno, je suis pour l'aspect philosophique et tout. La réalité, c'est qu'on est tous là pour faire du pognon, tu vois. Et moi, s'il y a bien un truc que je respecte, c'est ceux qui ont des convictions. Même si c'est pas en accord avec mes idées philosophiques, du truc, en fait, on s'en fout. Quelqu'un qui a eu des convictions. Et franchement, qu'on soit pour ou contre le XRP, ceux qui ont investi sur du XRP depuis 2016, 2017, 2018, qui ont loupé le cycle de 2021 et qui, là, à un moment donné, ont eu l'augmentation qu'il y a eu ces derniers temps avec une petite correction qu'on a eue, bah, si on peut quand même leur donner le truc, c'est que les mecs, alors soit on peut se dire qu'il y en a certains, ça peut être des gros débiles parce qu'ils disent de toute façon, je m'en fous, je partirai pas, j'achète. Et si vraiment il y a eu de la conviction, parce que sincèrement on croyait à ce projet et que c'était pas juste parce que je veux maintenir mon maillot de foot et parce que je voulais pas accepter ma perte, on peut quand même reconnaître que les mecs, ils ont eu quand même des sacrées pertes baloches. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'auraient pas été capables de le faire. Parce que alors le FUD qu'il y a eu, tous ces trucs, et il y a des raisons, hein, des deux côtés. Hein, d'accord. Moi, typiquement, le XRP, c'est pas un projet que j'ai en portefeuille. C'est pas un projet dans lequel je crois aujourd'hui. Voilà, je suis transparent là-dessus. Et je suis pas, je pense non plus le plus à même pour en parler, parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissent bien mieux le projet que moi aussi. Mais je respecte totalement ceux qui l'ont fait. Tu vois, je vais pas faire partie des gens qui vont cracher sur tous ceux qui ont décidé d'aller sur un actif plutôt qu'un autre, et surtout s'ils ont gagné de l'argent. Parce que XRP, mine de rien, qu'on le veuille ou non, ça fait partie des rares actifs en alt qui ont bien performé sur ce cycle. Il y en a plein d'autres. Tous ceux qui parlaient de la théorie des super cycles de Memcoin, ouais, c'est assez rigolo de voir où est-ce qu'ils sont quand même aujourd'hui. Et vraiment comprendre le prix à payer, quoi. Le prix à payer dans ce truc-là. Et après, de se dire, bah ok, ça a augmenté, est-ce que ça peut encore augmenter? Est-ce que c'est un projet qui est surévalué? Est-ce que j'y crois toujours? Est-ce que. Voilà, on s'en fout. Mais t'investis en crypto, t'es là pour faire du pognon, t'as gagné du pognon, en plus t'y croyais et tout, et c'était vraiment ce qu'il fallait faire, et qu'en plus t'as réussi à faire des plus-values après des années et tout, pour moi, ça mérite le respect. Alors, qu'on le veuille ou non, ça mérite le respect. Et exactement, les pseudo-influenceurs aussi qui ont parfois des intérêts cachés, qui ne te servent que leurs propres intérêts. Et dis-toi que tous ceux qui sont sur YouTube ont un intérêt financier. Ils ont un intérêt financier. On en a parlé des centaines de fois avec Théo. Il y a toujours un intérêt financier, que ce soit direct ou indirect. Ça peut être pour faire du sponsoring, ça peut être pour renvoyer la communauté vers un produit ou un service particulier, ça peut être via de la vente de formation, ça peut être par de la vente d'audience ou de la vente de données ou de prestations à côté. Il y a toujours un intérêt. Et franchement, tu peux voir n'importe quel type de niveau. On parle de ça en crypto, hein, mais on peut se dire, ouais, mais si tu avais suffisamment d'argent, tu n'aurais pas besoin de vendre un truc. C'est faux, c'est faux. Tu prends par exemple Tony Robbins, multimilliardaire, et continue de vendre des trucs. Son audience, il l'utilise pour vendre des trucs. A priori, il n'a pas besoin de 1000 balles pour vendre de formation parce qu'il est déjà multimilliardaire. Ray Dalio, c'est pareil. Ray Dalio, il va pas te vendre une prestation comme ça. Lui va utiliser son audience pour le rediriger notamment vers son fonds, Bridgewater. Donc le ticket d'entrée, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Et il y a toujours un intérêt économique. Et là, moi, où ça me pose problème, c'est quand les mecs viennent te dire non mais nous on vend rien, on est là que pour vous machin, et derrière les mecs ils te font du pump and dump, ils te proposent des produits à sponsoring alors qu'ils vont même pas le divulguer à leur communauté, ils vont te dire mais les gars achetez ce projet il est génial, moi aussi je l'ai acheté au même prix que vous, alors qu'en fait ils l'ont acheté 100 fois moins cher, voire même on leur a donné les projets gratuitement. En francophonie il y en a plein des mecs comme ça, je vais pas donner de nom, hein, d'accord. Donc vraiment des moments, les gens que vous considérez comme étant les saint graal, les machins, très souvent, c'est pas le cas. Voilà. Aujourd'hui, franchement, en crypto, on connaît à peu près tout le monde. Même aussi en off, hein, on connaît à peu près tout le monde. Et on sait comment ça se passe. Mais vraiment, si on vous dit ça, c'est aussi pour vous montrer la réalité de ce qu'il y a derrière. Et que dans tous les cas, vous ne devez même pas prendre pour argent comptant ce que je viens de vous dire là. Vous devez vous faire votre propre idée là-dessus. Et moi, je pense que on parle, et c'est pour ça qu'aussi je mets autant de ferveur à tout ce que j'explique sur les vidéos et qu'on passe autant de temps aussi avec vous, parce que je pense que on parle aussi à des personnes, ouais, des personnes adultes, des personnes responsables, des personnes qui ont compris ce qui se passe, des personnes clairement pas connes dans le lot, et qu'à un moment donné, voilà, on devra assumer les responsabilités de ce qu'on a fait à côté. Mais dites-vous que si
il y a une création de valeur qui est faite à un moment donné. La création de contenu, c'est de la création de valeur, d'accord? C'est pas simple, c'est difficile et tout. Il y a forcément une contrepartie à côté. Personne fera ça pendant 20 ans gratuitement, sans rien demander en retour. Ça n'existe pas. C'est le modèle capitalisme qui fait ça et c'est sain, d'accord? Par contre, il faut toujours comprendre l'intérêt de la personne derrière. La personne qui va te dire: «Non mais moi je fais rien, je vends rien, t'inquiète pas, tous ces mecs-là, c'est des pourris, machin et tout» et que le mec derrière, en général, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est lui le plus gros pourri, tu te dis: «Bon». Alors, mais ça vraiment ce que je dis, je sais que c'est un sujet qui est assez touchy, mais c'est la réalité.